Merci beaucoup Muriel Boulmier. Merci à toutes et à tous qui êtes ici présents, qui avaient bravé le peu de pluie qui commence parfois d'ailleurs à nous tomber dessus. Je voudrais simplement commencer par quelques consignes extrêmement pratiques. Tout d'abord, le pavillon auquel Madame Boulmier a fait référence tout à l'heure sera visitable au moment de la pause qui devrait se tenir entre 13h et 14h30. On reste dans le pratique avec une indication sur les toilettes qui sont derrière dans le restaurant dans lequel également le repas est prévu tout à l'heure. Un mot également, parce que hélas on ne peut pas y couper, sur les consignes sanitaires. Donc lorsque les personnes prendront la parole, elles peuvent enlever le masque bien sûr. Simplement on demande de changer les bonnettes avant chaque intervention et d'autre part de se nettoyer les mains avec les gels qui sont prévus ici. Voilà, c'est pas très pratique, mais malheureusement on est tenu un peu à tout cela. Voilà, nous allons donc lancer la toute première table ronde et je vais inviter donc les participants et les participantes de cette table ronde à venir nous rejoindre, en commençant par Monsieur Francis Stéphan. Vous êtes le directeur général de Domo France. Merci de nous rejoindre. Monsieur Patrick Martinez, le directeur régional de la Banque des Territoires. Monsieur Jean-Jacques Puyobro, vous êtes le vice-président de Bordeaux Métropole en charge du logement. Et enfin, monsieur Jean-Jacques Carré, vous êtes directeur général de l'Office public de l'habitat de l'agglomération de La Rochelle. Et vous prendrez tous place, bien évidemment, aux côtés de Muriel Boulmier, qui va introduire cette toute première table ronde, qui sera consacrée au sujet suivant, les HLM investisseurs au service de la relance. Muriel Boulmier, qui est évidemment présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. Il y a comme à chaque table ronde un sous-titre, qui est « Quels sont les enjeux et leviers de la contribution des organismes HLM à la relance économique en Nouvelle-Aquitaine ?» Alors Madame Boulmier, c'est vous qui allez prendre la parole d'abord, puisque vous publiez un manifeste pour une contribution soutenue des organismes HLM de Nouvelle-Aquitaine à la relance économique dans notre région, un manifeste que toutes et tous vous avez pu vous procurer à l'entrée. Les HLM investisseurs, qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Merci. Très honnêtement, merci à tous les intervenants. Vous êtes là pour les entendre. Moi, je me suis déjà exprimée. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un manifeste, pourquoi un manifeste ? C'est parce que, comme le disait Alain Rousset dans son propos, il y a des mots qui portent l'ambition. Eh bien, le mot manifeste porte notre ambition. On ne baissera pas les bras. On n'a pas été... très bien traité dans le plan de relance, qu'à cela ne tienne. Nous, on est fiers. Je vois que Patrick Martinez commence à me dire que le débat ne sera pas comme ça. Mais je ne parle pas du plan de relance de la CDC. Je pense du plan de relance du gouvernement, ce qui est très différent. Et donc, vous disais-je, ce qui est important pour nous, c'est recouvrons nos moyens, investissons, nous y sommes prêts, ouvrons au cadre de vie, nous le souhaitons, engageons-nous dans la transition environnementale. Nous le faisons depuis des années. Et partant de là, mes chers amis, nous ne le ferons qu'ensemble, avec des politiques publiques cohérentes avec les politiques publiques locales. Voilà ce que nous attendons. Nous attendons qu'il y ait une cohérence qui nous permet de passer de l'incantation « nous aimons les territoires » à une efficacité. Nous construisons, nous accueillons, nous réhabilitons et nous ouvrons l'ensemble des cadres qui nous permettent cet accueil qui va du plus pauvre, les bergers, à celui qui a la chance de pouvoir accéder à la propriété. Régulons, mais régulons de manière positive et attractive. Voilà ce que je voulais dire parce que je préfère les entendre. Monsieur Martinez, puisque vous avez été directement interpellé, je vais vous donner la parole. La Banque des Territoires annonce son soutien plein et entier à la relance. Concrètement, ça se traduit comment dans le domaine du logement social quand on connaît l'ampleur des besoins, la nécessité de financer tant le développement que les réhabilitations ? Est-ce qu'on peut imaginer un engagement sur le long terme, un long terme qui est indispensable, bien évidemment ? Bien, bonjour à toutes et à tous, messieurs les élus, mesdames et messieurs les directeurs, madame la ministre. Cher Muriel, merci de cette manifestation. J'ai entendu effectivement que nous avions lancé le débat sur de bonnes bases.
C'est est-ce que le logement est suffisamment pris en compte dans le cadre du plan de relance? Bon, vu de la fenêtre de la Caisse des dépôts, qui est, vous le savez, le partenaire principal, je dirais même, j'espère, essentiel du financement du logement social dans ce pays, puisque l'enchaînement de séquences entre ce que les Français déposent dans leur épargne et ramené au financement du logement social est un sujet auquel on tient particulièrement, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai signal d'un usage de moyens confiés par les Français pour un élément important pour la France. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour s'attaquer à toutes les problématiques? Je veux dire, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Bon, le plan de relance, c'est 100 milliards. 40 milliards venant de l'UE, 40 milliards État, et la Caisse des dépôts intervient à hauteur de 26 milliards. Sur les 26 milliards, il y en a 7 qui correspondent à l'effort concernant le logement social dans sa globalité. Il y a 8 milliards qui sont d'ores et déjà engagés par CDC Habitat au titre du rachat de 40 000 logements VFA. Pratiquement 3 000 logements en Nouvelle-Aquitaine sont en train d'être rachetés en VFA par la filiale Caisse des dépôts. Donc je pense qu'il y a l'alignement des milliards. C'est toujours un sujet intéressant, mais c'est une politique de l'offre. Et sans vous, ça ne se mettra pas en œuvre. Et quand je dis vous, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas que le sujet des bailleurs, ce n'est pas que le sujet de l'État, ce n'est pas que le sujet des collectivités, c'est le sujet de la cohésion d'ensemble. Et si on n'a pas cet enchaînement de séquences, on a un problème. Ce problème, ça s'appelle la loi d'écoulement, notamment. Aujourd'hui, ce n'est pas les agréments qui manquent, ce n'est pas les financements qui manquent. C'est la question de la régularité de la chaîne pour pouvoir arriver à produire auprès de nos compatriotes les éléments dont ils ont besoin. 2019, on a mis 825 millions de financement pour le logement social en Nouvelle-Aquitaine. C'est un chiffre qui a quand même un certain sens, et j'aimerais en faire plus, bien entendu, parce que en faire plus, ça veut dire qu'on va être dans une situation d'accompagner. Demain, avec le président et le directeur général de Domo France, il y aura un engagement qui sera signé en présence d'Éric Lombard à hauteur de 710 millions de réalisations dans les 2 prochaines années, 2020-2022. Voilà quelque chose qui a du sens. Alors, pour répondre de façon aussi très structurée, comment on peut agir? Je dois dire merci. On n'est pas là pour ça, mais si vous dites merci, je ne suis pas contre. Voilà. Bon, on va essayer avant tout d'agir dès le départ dans le processus de financement. On met en place, alors on a chez nous des appellations qui parfois font sourire. Tout à l'heure, j'avais un débat avec la directrice de Gironde Habitat sur la question des titres participatifs. Voilà un bien grand vilain mot, si on le regarde au titre d'un sujet d'actionnariat dans le monde du logement social. Mais c'est quoi? C'est un renforcement des fonds propres pour pouvoir ensuite développer, pour pouvoir s'adosser à la présence des fonds propres, pour pouvoir se projeter sur un programme autant sur la construction nouvelle que la rénovation. En Nouvelle-Aquitaine, 11 bailleurs sont retenus d'ores et déjà dans ce programme. Plus de 60 millions d'euros seront mis en œuvre. Demain, XL Habitat bénéficiera pour les Landes de 10 millions. D'autres dossiers sont en cours. Premier sujet, nous intervenons aussi au titre des prêts haut de bilan bonifiés, avec un différé d'amortissement de 20 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Ce qui est juste ce que d'autres ne peuvent absolument pas faire. Et c'est parce qu'on est là en tant que banque publique qu'on peut s'autoriser cet élément différenciant, avec des taux qui sont particulièrement favorables dans ce cadre-là. Donc l'offre, elle est là, mais l'offre ne va pas suffire au titre du financement. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je me réjouis de pouvoir travailler avec vous à travers l'association que vous regroupez, parce que j'estime que la Caisse des dépôts n'est pas qu'un financeur. C'est aussi un établissement qui doit contribuer par tous les moyens possibles au développement du début jusqu'à la fin. D'où le protocole d'accord que nous signerons également avec Muriel Boulmier demain, de façon à pouvoir être le plus proche de vous dans un certain nombre de sujets qui, aujourd'hui, pourraient s'améliorer. Monsieur Stéphane, je vais vous laisser la parole à présent, non pas pour d'éventuels remerciements, mais pour revenir sur le titre de cette table ronde, les HLM investisseurs au service de la relance, je vous le rappelle. Les bailleurs sociaux investisseurs, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette appellation? Qu'est-ce que cela signifie pour un organisme comme Domo France?
Bon, c'est dommage que le président Rousset soit parti, parce qu'il a évoqué la question d'investisseurs, et notamment des investisseurs privés, on y reviendra tout à l'heure. Mais effectivement, nous pouvons que nous retrouver dans une logique d'investisseurs, pas simplement parce qu'on a évoqué ce que nous allons signer demain chez Domo France, mais parce que notre ADN nous conduit régulièrement à mobiliser des capitaux, des actifs, pour créer de la valeur sur les territoires et donner une réponse aux problématiques des territoires. Il faut avoir en tête que depuis 1970, dans toutes les crises, nous avons joué un rôle d'investisseurs, les bailleurs sociaux en général, très particulier. Nous avons été toujours l'investisseur reconnu comme contracyclique et nous avons toujours été au rendez-vous. Pourquoi nous n'y serions pas encore cette fois? N'oublions pas ce qui s'est passé en 2008-2009, quand les promoteurs étaient en grande fragilité. Le plan de relance à l'époque avait conduit les bailleurs sociaux à acquérir 30 000 logements. Donc on a bien ce rôle d'investisseur. Quand le privé s'interroge, quand il traîne les pieds, quand il est en fragilité, les bailleurs sociaux sont là. Ce qui est un peu dommage, c'est que quand tout va bien pour le privé, on les oublie parfois. Mais bon, c'est la vie c'est la vie certainement du monde moderne, encore plus de nos sociétés occidentales. En général, notre secteur est au rendez-vous de la production, est au rendez-vous de l'engagement, encore plus quand on est en situation de fragilité, parce que traiter des publics fragiles, ça correspond à nos engagements, et ce sont des valeurs que nous portons. Très bien. Monsieur Puyot-Borot, tout à l'heure, monsieur le président Alain Rousset évoquait ce que l'on pourrait appeler des formes de dérives dans le secteur. Il évoquait également les outils de régulation qui étaient à disposition des collectivités. Vous êtes vice-président de Bordeaux Métropole en charge du logement. Quelles seront les orientations qui seront les vôtres en la matière et plus globalement en matière de logement social sur cette mandature qui s'ouvre? Bonjour d'abord à toutes et à tous. Je suis très, très heureux et un peu intimidé de me trouver aujourd'hui parmi vous parce que vous êtes tous des professionnels, des spécialistes engagés depuis très longtemps dans la politique de l'habitat. Et moi, je suis depuis 2 mois vice-président à l'habitat sur Bordeaux Métropole, chargé aussi de la politique de la ville avec Manuelle Ajon, ici présente comme conseillère déléguée, et maire adjointe de Bordeaux sur effectivement les politiques d'habitat. Monsieur le maire de Bordeaux l'a signalé tout à l'heure. Donc c'est très modestement que je vais intervenir aujourd'hui auprès de vous, mais je vais toutefois tâcher de répondre à votre question parce que c'est une question fondamentale. Et je crois que le président Rousset, tout comme avec beaucoup de passion et d'intérêt, Pierre, le nouveau maire de Bordeaux, ont posé les bases d'outils de régulation. D'outils de régulation parce que force est de constater que depuis des décennies, notamment sur Bordeaux, sur la métropole et au-delà sur les territoires annexes, on a trop fait confiance au marché, pensant que le marché allait réguler par lui-même et permettre à nos concitoyens, notamment les plus modestes, de pouvoir accéder dans de bonnes conditions à ce qui est leur souhait, parce qu'effectivement, en France, nous avons cette acculturation à l'accession à la propriété. D'accord ? Mais je crois qu'avant de pouvoir accéder à la propriété, il faut aussi pouvoir construire un parcours résidentiel qui passe par la location, etc., etc. Donc le marché ne répond pas à nos attentes. Nous, en tant qu'élus, en tout état de cause, qui répondent aux attentes des marchands, peut-être, d'accord ? Probablement qu'ils répondent aux attentes via les outils de défiscalisation des investisseurs, probablement. Mais c'est totalement insatisfaisant pour nous, élus, en tout état de cause, c'est totalement insatisfaisant pour moi qui suis maire depuis maintenant 7 ans. Oui, j'ai fait un septennat, je suis le seul maire à avoir fait un septennat, puisque j'ai été élu la première fois en 2013. Voilà, et donc puis j'ai fait un mandat, donc 6 plus 1, ça fait 7. J'ai fait un septennat, voilà. Donc effectivement, il faut poser les outils de la régulation. Pierre, le maire de Bordeaux, a déjà défloré tout à l'heure quelques outils qui seront mis en activité, en action sur Bordeaux. C'est le permis de louer, c'est le blocage des loyers, c'est le permis de louer, c'est le permis de diviser, bien entendu. C'est ce que nous allons faire aussi sur
la métropole. En tout état de cause, pour les maires, pour les villes, pour les communes, qui souhaiteront pouvoir adhérer à ces dispositifs qui sont pour nous des outils de maîtrise et de régulation, qui manquent cruellement en tous les cas sur la région, sur la métropole et sur la ville de Bordeaux. Donc ces outils vont être mis en place et personnellement j'y crois, autrement je n'aurais pas accepté cette vice-présidence. Je sais que Emmanuel ici présente y croit aussi beaucoup. Nous travaillons sur effectivement la mise en place de ces nouveaux outils qui quelquefois font sourire parce qu'on nous dit, toujours pareil, excusez-moi, je le dis comme ça, c'est un peu trivial, mais les marchands nous disent, finalement, si vous mettez ces outils en place, vous allez tuer le marché de l'immobilier. Non, moi je ne crois pas. Je crois que c'est justement en mettant ces outils en place que nous allons permettre à nos concitoyens de pouvoir avoir accès au logement dans des conditions que je vais qualifier de plus confortables, pas la prétention de tout régler, avec ces 2 ou 3 outils. Il y a le problème aussi de Airbnb aussi, qu'il nous va falloir régler. Sur Bordeaux, il y a déjà effectivement une politique qui est mise en place, d'accord ? Et il nous faut voir comment on va pouvoir, en dégageant les moyens nécessaires, l'étendre à la métropole, car ça aussi, c'est un véritable problème. Ça n'a pas été abordé encore ce matin, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue, sur le plan économique aussi, parce que nous avons des quartiers qui sont en désertification commerciale, parce que ces quartiers ne vivent plus, puisque ce sont des touristes qui viennent loger dans ces logements qui pourraient être mis à disposition de nos concitoyens, et ces touristes ne consomment pas sur place. Donc ça pose un autre problème. Puis il y a un autre aspect au-delà de cette régulation, il y a qu'effectivement tout le secteur de l'habitat est générateur d'emplois quand même. Donc la question du jour, c'est effectivement comment les partenaires de l'habitat peuvent participer au développement économique de nos territoires, mais la réponse, elle est toute faite. Un appartement, c'est 2 emplois et demi de créer. La création d'un appartement ou la rénovation d'un appartement, c'est 2 emplois et demi. Là derrière, il y a tout un tissu artisanal qui fonctionne. Il y a toute une économie. Donc, bien sûr, il nous faut porter effectivement tout cela. Moi, je tâcherai modestement, mais avec enthousiasme, de porter ces nouvelles politiques qui seront, j'espère, la marque de ces 6 années à venir sur Bordeaux Métropole. Très bien. Merci, Monsieur Puyot-Moreau. Monsieur Jean-Jacques Carré, on a évoqué à l'instant Airbnb. Je pense que c'est une problématique sur le territoire qui est le vôtre que vous connaissez bien. Vous êtes directeur de l'Office public de l'agglomération de La Rochelle. C'est évidemment un secteur de forte concurrence entre les parcs. J'imagine qu'il est de plus en plus difficile de sortir des opérations à coût maîtrisé et donc de proposer des loyers qui seront abordables et conventionnés du logement social. Quelle doit être la place du logement social sur votre territoire? Et du point de vue économique, que représente aujourd'hui votre activité en matière d'investissement? Et on l'évoquait à l'instant, quelles sont les retombées aussi sur le tissu des entreprises locales? Ça avait beaucoup de questions en une question, là. Donc effectivement, en ce qui concerne La Rochelle, l'agglomération rochelaise se situe parmi les zones tendues de la Nouvelle-Aquitaine, avec la région bordelaise et le Pays Basque. Et la concurrence est très rude. Elle est rude, bien évidemment, entre les promoteurs. Elle est rude entre les bailleurs sociaux. Et elle a pour conséquence un certain nombre d'engendrer un certain nombre de difficultés, notamment la maîtrise du foncier, qui reste le nerf de la guerre. La bataille pour maîtriser le foncier est importante. Elle a également, compte tenu de l'activité encore soutenue, la hausse des prix sur la production. Pardon. Et donc ce cumul entre la difficulté de maîtriser du foncier et la hausse des prix, et qui a été renchérie ces derniers temps par les effets de la pandémie et ce qu'on peut appeler l'impact de la Covid, rend de plus en plus difficile la production de logement social sur les territoires très tendus. Néanmoins, on met en place un certain nombre d'actions, et il y en a, et j'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure de parler de quelques-unes, mais elles ne sont pas uniques à La Rochelle, pour pouvoir développer du logement social en zone tendue, et notamment pour minimiser le coût du foncier dans les prochaines années. Alors, si je me souviens, la deuxième question, c'était quelle est la place du logement sur le territoire ? C'est ça. Sur le territoire rochelais, La Rochelle a toujours été
le logement a toujours eu une place très importante, hein, puisque la ville même de La Rochelle a aujourd'hui un taux de logements sociaux supérieur à 25%. C'est dû essentiellement à la production dans les années 50, 60, 70 de zones d'aménagement qui ont permis de construire en masse sur les quartiers de Portneuf, Mireuil et Villeneuve de nombreux logements sociaux. Cette volonté a été poursuivie à travers la mise en place des différents PLH, et notamment le dernier qui a été approuvé il y a quelques années, qui impose systématiquement un nombre de logements sociaux pour toute construction nouvelle sur le territoire. C'est une volonté de maîtriser également son aménagement. La communauté d'agglomération de La Rochelle maîtrise un certain nombre de zones d'aménagement et a confié à des aménageurs ces opérations, et qui permet notamment dans le cadre de ces concessions de fixer un nombre de logements sociaux importants qui peuvent aller jusqu'à 40%. Donc en fait, voilà. Et le dernier point, mais ça rejoint donc les actions qu'on met en place, l'agglomération de La Rochelle est en cours de réflexion et devrait mettre en place très rapidement un office foncier solidaire pour développer l'accession sociale à la propriété et également permettre aux organismes HLM de faire de la vente HLM tout en gardant ces biens dans le giron du logement social. Merci beaucoup. Avant de continuer, je laisse la parole à Muriel Boulmier. Vous vouliez intervenir. Alors moi, je voudrais vous dire un mot très excessivement amical et un mot amical pour Jean-Jacques. Voilà, je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le logement social toutes ces années, pour la manière dont il a contribué à l'aménagement des territoires, à l'animation de notre réseau de manière toujours amicale, fraternelle, etc. Et qui a réussi d'ailleurs à rassembler des organismes autour de lui. Il va dans quelque temps entreprendre une autre carrière et qui sera pleine d'ambition aussi. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Et voilà, je voulais te rendre cet hommage collectif et pudique, parce que je sais que tu l'es. Et puis je voudrais accueillir sur cette table ronde Adrien Audouce, qui est le premier adjoint de la ville de Biarritz, qui sera également dans la table ronde suivante, parce que vous savez, bien entendu, on n'attend jamais Biarritz quand on parle de logement social. Et moi, je suis excessivement fière que Biarritz ait accepté notre invitation et qu'il soit présent avec des projets et des convictions fortes, telles que me les a exprimées Maïder Arostegui lorsque je l'ai eu au téléphone. Alors bonjour, merci d'abord de l'invitation. Moi, je suis particulièrement, en fait, plutôt ému même d'être ici, puisque j'ai grandi à Pessac. J'ai dû me loger à Bordeaux pour mes études et j'ai fait l'internat général de La Rochelle pour mon cursus de médecine. Non, c'est pas le jeu, là. Donc quand même, j'ai pu voir un peu tous les territoires, et puis maintenant, citoyen de Biarritz avec ma famille basco-béarnaise. Donc c'est vrai que Biarritz, on a un engagement fort avec cette nouvelle mandature. D'abord, puisque le logement social à Biarritz, c'était une affaire de ville millionnaire, en fait, un peu au début, puisqu'on était à 5% de logements sociaux, avec beaucoup de Airbnb, un gros parc de logements de résidences secondaires. Donc c'est un peu notre parc actuel. Et il est vrai que de par des leviers et de par aussi un reste foncier à Biarritz, je vais parler de la zone d'Irati et aussi d'Aguilera, on pourra à court terme développer du logement social, chose qui a été un peu mis de côté pendant plusieurs années à Biarritz. Donc on est sur cet élan-là. Biarritz, c'est aussi voir un peu les à côté, les autres secteurs, puisqu'on a le secteur de l'environnement. Madame la ministre, vous étiez présente récemment à Biarritz pour ça. Mais bien entendu, nous, on est aussi dans une démarche de qualité de vie, ce que disait le président Monsieur Alain Rousset. Donc la création de logements HLM, c'est aussi pouvoir assurer la qualité de vie des Biarros, de par le travail, de par aussi la qualité des eaux de baignade. Et tout ça, en fait, c'est une espèce de cercle vertueux qu'on tend à recréer. Donc bien entendu, il faut aussi partir du terrain, et le terrain, c'est de pouvoir proposer des choses et une vie, une qualité de vie agréable pour les Biarros. Bon, bien entendu, le parc, il est à développer par des leviers qui sont à la fois donc, sociaux, des leviers fonciers, mais on a aussi malheureusement des fois des blocages par rapport aux communautés de communes. Et actuellement, on a une mise en compatibilité des sols par rapport
à notre PLU qui est en train de se faire. Donc on a des logements sociaux qui actuellement sont bloqués, mais à très court terme, on devrait pouvoir avoir une livraison de 200 logements sociaux. On en est là à Biarritz. Voilà. Je ne dirai pas d'où vient la question que je vais vous poser, mais parlons concrètement. Quelle somme allez-vous mettre sur la table justement pour favoriser cette politique-là? Alors, pour les sommes, je ne peux pas totalement en parler. Enfin, je n'ai pas de chiffres clés par rapport aux sommes, puisque par rapport à justement la mise en compatibilité des sols du PLU, ça va faire appel justement à la promotion immobilière. Donc, pour l'instant, on a du foncier, mais on n'a pas de développement complètement concret par rapport au HLM. C'est-à-dire qu'on a une plaine actuellement à Guilera, pour lequel on travaille tous les jours. Et les études sont en train d'être réalisées pour pouvoir développer du logement social. Et c'est sûr que nous, on nous demande par rapport à la loi SRU de pouvoir être à 25% d'occupation. Or, la loi SRU, c'est pas une critique très positive, mais c'est vrai que le détail d'une commune, il doit y avoir en fait une remise à niveau de certaines cases à cocher, puisque nous, à Biarritz, à la fois sur le foncier, à la fois sur l'incapacité à construire 50% de notre territoire, je pense qu'on pourra peut-être jamais répondre à cette loi SRU. Très bien, je vais laisser la parole une seconde à Madame Boulmier avant d'interroger d'autres participants de cette table ronde sur ce que vous allez évoquer justement. Oui, parce que, voyez-vous, moi, monsieur le vice-président de Bordeaux Métropole, je suis très heureuse d'avoir évidemment entendu votre propos. Donc, l'enjeu que nous avons tous en tête, sauf visiblement Patrick Martinez, c'est combien? J'ai bien compris que si on ne savait pas y répondre, nous nous adressions à Patrick. Et, bon. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça, évidemment. Néanmoins, moi, ce sur quoi j'aimerais vous interroger, excusez-moi de vous interpeller tous comme ça, mes amis acteurs, Jean-Jacques et Francis, et vous, messieurs les élus, c'est: est-ce qu'on est d'accord pour fixer des cibles? Est-ce qu'on est d'accord pour fixer des montants? Et est-ce qu'on est d'accord pour l'inscrire dans le temps? Et est-ce qu'on est d'accord pour tous ensemble aller porter ça à l'État en disant: voilà, c'est comme ça qu'on voit la cohérence des politiques publiques et c'est comme ça qu'on voit l'immobilier, sinon on ne pourra rien faire. Voilà, excusez-moi de cette interpellation franche, un peu cash, mais néanmoins, je ne vois pas comment on peut s'en tirer, parce que après l'aménagement des territoires, ils vont parler cash aussi. Monsieur Puyot-Bro, je vous ai vu vous emparer du micro. Vous vouliez, pardon, Monsieur Carré, vous vouliez répondre? Bien, écoutez, je crois que les questions sont bien posées par Muriel, mais elle attend des réponses, la connaissant. Non, la question est compliquée, mais la réponse est assez simple. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une volonté partagée entre les acteurs. Ça commence par là. Si on a des divergences sur l'analyse et sur les modes opératoires, on n'y arrivera pas. Et quand le président de la métropole, quand le vice-président de la métropole s'exprime sur ces sujets, on ne peut que partager l'analyse. On voit bien qu'aujourd'hui, la chaîne du logement ne fonctionne pas, que les acteurs privés sont dans une logique d'abord spéculative, qui font flamber les prix. Et ce qui nous différencie en profondeur du privé, c'est que nous sommes des acteurs du long terme et plutôt des acteurs du temps long. Et la deuxième grande différence, c'est que nous ne cherchons pas une rentabilité maximale à court terme. Nous avons pour objectif d'abord de solvabiliser les ménages, d'apporter une réponse aux ménages sur des opérations équilibrées sur un temps long. Mais aujourd'hui, on voit bien que là, on a un souci, et le souci majeur pour agir de la sorte, ce n'est pas l'accès au financement, parce qu'on a aujourd'hui quand même des dispositifs qui ont fait leurs preuves. Monsieur Martinez, des dispositifs qui ont fait leurs preuves, même pendant la crise. On était heureux d'avoir un outil, comment dirais-je, solide, costaud, que beaucoup de pays nous enviaient, parce qu'on n'était pas en risque d'accès au financement. Mais notre problème, c'est l'accès au foncier. C'est qu'aujourd'hui, les prix du foncier et les fonciers libérés pour produire de l'offre locative, pour produire de l'accession sociale, sont extrêmement compliqués parce qu'il y a une logique spéculative
Alors j'espère que les dispositifs, monsieur le vice-président, que vous avez évoqués, seront utiles et pertinents. On en jugera après, mais au moins vous aurez essayé. Et ça, c'est important. Sachez que les bailleurs, collectivement, aujourd'hui, ont les moyens de vous accompagner et on est prêt à se mobiliser massivement. Simplement un mot pour Domo France. Chaque année, nous allons investir 360 millions d'euros sur le territoire. Et en passant, je voudrais vous indiquer que cela correspond sur l'activité économique à 2700 emplois directs et 2700 emplois indirects non délocalisables. Donc nous sommes un acteur de l'offre de logement pour le plus grand nombre. Le président Rousset a évoqué que 75 à 80% des familles rentraient dans les plafonds de ressources. Eh bien oui, nous répondons à tous ces publics. Nous sommes aussi un acteur économique de tous les territoires. Il l'évoquait en matière sous-jacente. L'activité économique sur beaucoup de territoires, dans les plus petits chefs-lieux de canton, s'il y a une seule entreprise, c'est une entreprise du secteur du bâtiment. Et nous apportons de l'activité au territoire. Donc, aidez-nous à avoir accès au foncier, consolidons une logique politique ensemble et on saura être au rendez-vous. Monsieur Puyebro, est-ce qu'il y aura les moyens et la volonté d'accompagner cette action ? Bien sûr, bien entendu. Et c'est vrai que dans les dispositifs que j'ai évoqués dans mon propos, j'ai oublié l'établissement public foncier. Établissement public foncier que nous avons abordé sous la dernière mandature, mais je dis à escient abordé. Nous avons créé la coquille, d'accord, avec différents partenaires, dont la région. Il nous faut maintenant, effectivement, nous doter de moyens. Nourrir cette coquille pour que nous ayons une réelle capacité financière à pouvoir acquérir effectivement du foncier qui est, vous avez raison, qui est le maître mot, qui est le déterminant pour la constructibilité et pour effectivement arriver à sortir des prix au mètre carré qui soient raisonnables en tout état de cause, le plus accessible possible. Donc ça, c'est un des outils qui sera garant de la réussite, de notre réussite collective. Voilà. Et j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure à quel point moi j'étais attaché au logement social, vous pouvez l'imaginer, mais il y a d'une certaine manière l'engagement du citoyen que je suis et de l'élu, mais il y a aussi depuis cette année que j'ai évoqué les pratiques et la relation que j'ai pu construire avec des bailleurs, notamment en premier lieu sur ma commune, je pense à Aquitanis, d'accord ? Je pense à Domo France. Je ne vais pas tous les citer, mais les plus représentatifs sur ma commune sont Aquitanis et Domo France. Et je voudrais insister auprès de vous, mais je sais que vous le savez, sur le volet social, bien sûr, qui est celui des offices HLM, mais pas que. Il y a aussi un volet animation du territoire. Partenariat avec les collectivités, avec les maires, avec les conseils municipaux. C'est ensemble qu'on arrive aussi à créer de la cohésion et à faire en sorte que nos publics, en tout état de cause, sur les quartiers prioritaires, puisque moi je suis maire d'une commune où nous avons 2 quartiers prioritaires, et au-delà des projets de rénovation urbaine qui sont, pour certains, qui se terminent, pour d'autres qui débutent, sont la garantie, effectivement, comment dirais-je, d'une forme de dignité. Parce qu'effectivement, avec vous, messieurs, avec d'autres acteurs, bien entendu, la métropole, la région, des acteurs institutionnels, nous arrivons à en faire en sorte de tenir ces quartiers. Et Dieu sait ô combien c'est quelquefois difficile, tellement il y a de souffrance. Et donc la préoccupation au quotidien, c'est pour certains de nos concitoyens, c'est de dire comment je vais faire aujourd'hui, quoi. Comment je vais faire aujourd'hui. Et merci à vous autres d'être à nos côtés. Alors je sors un petit peu du propos de la question que vous posiez, mais je tenais à le dire car vous êtes des partenaires essentiels dans la construction de nos politiques. Merci beaucoup. Je crois que c'est un engagement qui forcément compte pour les personnes qui sont... Non, enfin... D'accord, ok. Donc, effectivement, non, je vais juste revenir. Alors, il y a une question de moyens, et on l'a largement évoqué aujourd'hui. La problématique, je veux dire, plus globalement pour l'ensemble des bailleurs sociaux, c'est la mobilisation des fonds propres et
Malheureusement, on sait très bien que ces derniers temps, les fonds propres ont été largement amputés par la réduction de loyer de solidarité. Mais aujourd'hui, notre préoccupation, c'est d'utiliser au mieux les fonds propres pour pouvoir investir et également les renforcer, notamment à travers les titres participatifs qui ont été mis en place par la Banque des Territoires. Action Logement va les mettre en place. Et puis dernièrement, la Fédération des offices a obtenu que les collectivités locales de rattachement puissent également souscrire à ces titres participatifs. Donc on aura des moyens pour pouvoir développer. Mais je pense que également, à côté de ces moyens nécessaires, il faut aussi que l'ensemble des bailleurs sociaux fassent preuve d'ingéniosité sur les montages opérationnels. J'ai parlé tout à l'heure des offices fonciers solidaires qu'il faut utiliser, parce que vraiment le foncier, notamment dans les zones tendues, est un véritable problème pour les prix de sortie, notamment en accession à la propriété. Il peut y avoir de la comaîtrise d'ouvrage. J'aurais tendance personnellement à ne pas opposer les promoteurs privés aux bailleurs, mais plutôt à essayer de faire en sorte que des partenariats intelligents soient mis en place, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et quand je dis dans l'autre, c'est aller jusqu'à la VFA inversée, c'est-à-dire que le bailleur social puisse maîtriser le foncier, construire et revendre une partie de ce patrimoine à des promoteurs privés pour faire de la VFA inversée. Le montage de structures type SSCV également, soit entre bailleurs, soit avec des promoteurs privés, de telle façon à développer vraiment de l'ingénierie pour qu'on puisse globalement construire plus et mieux. Et avec, et pour faire un lien à ce que vous disiez, monsieur l'adjoint, c'est également tout ça, c'est fait dans le but de loger un maximum de personnes qui en ont besoin et dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir, leur permettre d'avoir une vie agréable dans les logements sociaux. Un dernier petit mot, Monsieur Martinez, parce que je vois que vous demandez la parole. On va ensuite laisser la parole à une ou deux questions dans le public. On parlait tout à l'heure de moyens. Bon, on a beaucoup... moi, j'évoquais effectivement l'offre financière parce qu'on est connu pour ça, essentiellement. Mais elle prend plusieurs formes. Et je n'oublie pas, et lorsque j'entends le représentant de la ville de Biarritz, avec qui nous travaillons sur d'autres sujets, que nous sommes aussi en capacité d'investir en amont pour pouvoir rendre possible la constitution d'une offre de cette nature. Ce que j'ai évoqué auprès de votre maire dernièrement sur la reprise d'un terrain et de pouvoir faire un aménagement d'ensemble qui permette de mêler d'ailleurs les problématiques investissement privé et public et garantir à la fin la sortie des produits, y compris et surtout pour les bailleurs sociaux. Puisque je pense que dans ce périmètre-là, nous sommes fondés à le faire et également à préserver un certain nombre d'intérêts, si vous voyez ce que je veux dire. Donc dans ces conditions-là, on est aménageur aussi et on est intéressé parce qu'on parle beaucoup de l'accès au foncier. C'est vrai que c'est un vrai problème. Je veux dire, on ne peut pas accumuler un certain nombre d'éléments d'attractivité et ne pas en avoir les retours. La LGV est un sujet de progrès, c'est un sujet aussi d'augmentation des prix. Donc tous ceux qui sont passés par là le savent. Donc partant de là, il faut réfléchir différemment. Et en ce qui nous concerne, moi, mon souci, et Muriel le sait, c'est non seulement d'avoir aussi notre avis sur la question, de le partager avec vous. Les travaux que nous mènerons prochainement viseront à faire un format de livre blanc de l'état de la situation. Et également, derrière, de déclencher toutes les réponses possibles au-delà du simple financement pour pouvoir faire en sorte qu'on fasse levier. Et j'ai envie de le dire, parce qu'on a beaucoup parlé de logement en milieu dense, mais n'oublions pas les territoires ruraux. Ils méritent de notre part une attention toute particulière. Et y créer des petites unités pour les personnes âgées autonomes, pour les jeunes travailleurs, c'est essentiel si on ne veut pas voir nos villages et nos centres-bourgs se dégrader. Très rapidement, Monsieur Piobro, si vous voulez bien, pour conclure avant les questions. Surtout pas conclure, mais je pense que l'aménagement du territoire est fondamental. Tout à l'heure, le président Rousset a abordé la métropole millionienne, en disant effectivement qu'il n'en était pas un farouche défenseur, moi non plus. Moi non plus, parce que je pense que la métropole doit prendre largement sa part sur le volet habitat, mais il ne faut pas oublier les territoires périphériques, mais à la condition, ils ne peuvent être attractifs que si on assure du développement économique. Et qu'on assure autour de ce développement économique, effectivement, des infrastructures publiques, permettant à nos concitoyens aussi de pouvoir travailler et vivre effectivement en périphérie ou un petit peu au-delà. Mais il faut du développement économique. Donc ça pose le problème du réaménagement du territoire.
Très bien, merci beaucoup. Alors, on avait prévu quelques questions dans le public, malheureusement. On n'aura le temps que pour une seule question. Monsieur, je vais vous demander donc, de bien vouloir la poser, de vous présenter juste avant de poser cette question, si vous le voulez bien. Daniel Balnaro, directeur général de Clerciel, président de la conférence départementale de la Gironde. Non, c'est pareil. Alors, une question, une réponse brève pour commencer le thème. On va prendre sans filtre. On reprend la deuxième table ronde. Bon, je vais commencer. Voilà, très bien. Mais toi, Ça marche pas. Bon, un petit sujet, en fait, le premier sujet, je crois qu'effectivement, il y a besoin de ressources, malgré tout. Cette question de ressources, je ne voudrais pas qu'on oublie Action Logement, parce que notamment sur les THBB, la bonification, c'est Action Logement qui la prend. Aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un sujet principal, c'est le fait d'avoir des ressources affectées au logement social qui sont entamées progressivement. Et donc, je crois que c'est vraiment un premier sujet très important. Le deuxième sujet, merci d'avoir évoqué cette question de l'aménageur. Vous verrez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans les 4 dernières consultations des actes, les 2 organismes qui étaient en shortlist, c'était 2 OLS. Ils se trouvent, ils sont présents dans cette salle avec Jean-Luc. C'est dire qu'une collectivité, c'est toute la confiance qu'une collectivité porte, le sens du long terme, je dirais la question de la mixité de ville, que ce soit en termes d'aménageurs, d'animateurs de ville, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Merci de l'avoir souligné. Et le dernier point, je crois qu'aujourd'hui, on est aussi dans une époque extraordinaire où on a réussi à montrer que nous étions vraiment très très agiles pendant cette période de la Covid. Et pourtant, on a de plus en plus de complications réglementaires. Je vous donne juste un exemple sur l'URS. Nous sommes agréés au FES. Je constate qu'il y a des rapports, notamment le rapport Laglaise, qui complique l'utilisation de ce produit. Et je remercie Madame la Ministre d'avoir simplifié ces sujets. Et je ne comprends pas que dans ce pays, on complique les choses avant de les avoir mises en place. Parfait, merci beaucoup. merci.